Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer et aujourd'hui je reçois Alexandre Massot, qui est journaliste pour Contrepoint justement, et qui est aussi chercheur associé dans différents think tanks, notamment au Canada. Alexandre Massot est docteur en droit public et relations internationales avec une thèse qui porte, je vous le donne en mille, sur les relations entre l'OTAN et la Russie depuis une trentaine d'années. Toutefois, dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur quelques éléments d'actualité et de géopolitique pour comprendre les raisons du déclenchement de cette guerre, ce qu'on peut interpréter des premières opérations lancées depuis environ une semaine. Gardez à l'esprit que cet épisode a été enregistré le mercredi 2 mars 2022 et que la situation pour l'instant sur le terrain, ce sont des forces russes qui ont pris une partie de l'est et du sud de l'Ukraine, des pourparlers qui ne donnent rien, et la capitale qui n'est pas encore prise mais qui se prépare à un siège ou un assaut imminent. Je le dis pour les auditeurs qui nous écouteraient avec quelques mois de décalage. Dans cet épisode, nous parlerons donc des premières opérations, des buts de guerre du Kremlin, de la guerre de l'information, de la réaction aussi des élites françaises et internationales, de l'accueil des réfugiés par les pays voisins, ou encore des risques d'escalade du conflit. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste après l'épisode. Alexandre Massot, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste à Contrepoint, tu es aussi chercheur associé dans divers think tanks au Canada, aux États-Unis et ici en Europe, et tu es docteur en droit public et relations internationales de l'Université de Toulon, où tu as fait une thèse qui est malheureusement particulièrement d'actualité sur les relations entre les États membres de l'OTAN et la Russie au XXIe siècle, autrement dit la Russie de Poutine. Et il se trouve que tu es également un connaisseur de l'Europe centrale et Europe de l'Est dans laquelle tu as effectué plusieurs voyages. Et d'ailleurs, tu te trouves actuellement à Cracovie. Alors, première question peut-être, quelle est la situation à l'heure où je parle, c'est-à-dire le mercredi 2 mars, quelle est la situation à Cracovie? Est-ce que tu as pu avoir des contacts avec des réfugiés ukrainiens? Quelle est l'ambiance sur place? Alors, la première chose à dire pour la Pologne, c'est qu'effectivement, c'est une crise humanitaire actuellement. On a des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens qui sont en Pologne, parce que c'est l'un des pays de l'Union européenne qui a l'une des plus grandes frontières avec l'Ukraine. C'est aussi en fait un des pays qui a le plus de liens avec la Pologne, parce que dans le passé, il y avait l'Union Pologne-Lituanie, dont le territoire allait jusqu'en Ukraine. Ouais. Donc, il y a eu des liens très forts qui, certes, au XXe siècle et même un peu avant, ont parfois été un peu plus tendus. Mais là, dans l'état actuel, c'est vraiment en fait une crise humanitaire pour la Pologne, donc qui reçoit un flux important de réfugiés, qui les reçoit de manière volontiers en fait. Par exemple, le gouvernement a dit que les réfugiés peuvent venir en Pologne sans passeport, ce qui en soi est assez une nouveauté compte tenu de la politique générale de la Pologne sur les réfugiés, mais il y avait déjà avant l'invasion de l'Ukraine, il y avait déjà un lien assez fort entre la Pologne et l'Ukraine en matière de travailleurs. Par exemple, la Pologne est le pays d'Europe qui délivre le plus de permis de travail aux extra-européens. Oui. Et c'était principalement des Ukrainiens. Donc déjà, il y a déjà une minorité ukrainienne avant les événements actuels en Pologne. Oui. Donc déjà, il y a cet accueil des réfugiés ukrainiens. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont faites en Pologne, dans les villes polonaises, pour héberger les Ukrainiens, pour aider les Ukrainiens aussi qui sont toujours en Ukraine et qui sont faites non seulement par le gouvernement mais aussi par la population. Donc il y a une grande solidarité en fait des Polonais. Et cette solidarité, tu l'attribues au fait que les Polonais finalement se sentent solidaires
de la résistance face à la Russie, parce qu'ils se Oui, sentent peut-être menacés aussi. oui, c'est en partie lié à ça. Alors, comme j'ai dit, ils ont une histoire commune, polonais et ukrainien, mais aussi il y a le fait que bon, c'est un ennemi commun. Euh, Dans l'Union européenne, les pays qui craignent le plus la Russie, c'est les pays baltes et la Ouais, Pologne, qui ont tous une frontière commune, parce qu'on a tendance à oublier, mais la Pologne a une frontière avec la Russie, en plus de la Biélorussie. au Il y niveau a de l'enclave, Kaliningrad. Ah oui, ouais. exactement, qui est une base militaire avec un certain nombre d'équipements et même des équipements assez perfectionnés. Donc voilà, il y a donc la solidarité avec la population ukrainienne pour des liens historiques et aussi à cause de la crainte de la Russie. Je rajouterai juste en plus que la Pologne, le gouvernement actuel polonais cherche justement à développer une sorte de zone d'influence en Europe centrale au sein de l'Union européenne, avec principalement l'initiative des Trois Mers, qui est en fait un projet visant initialement à obtenir une indépendance énergétique qui a commencé il y a quelques années, hein, il y a je ne sais plus très bien, mais c'est sous le mandat actuel, donc après 2015. Après 2015, ce projet d'initiative des Trois Mers a petit à petit été mis en place et le but, c'est d'être indépendant au niveau de l'énergie des Russes, mais aussi développer les relations économiques entre tous les pays d'Europe centrale. Concrètement, tout ce qui est à l'est de l'Allemagne est membre de cette initiative qui est pilotée par Varsovie. Donc c'est pour eux un moyen un peu de retrouver une influence passée qu'ils avaient à l'époque de l'Union Pologne-Lituanie. Oui, puis peut-être de pas se laisser finalement vassaliser d'une manière ou d'une autre, enfin trop influencer en tout cas par l'Est ou par l'Ouest. C'est ça, à la fois pour ne plus dépendre de la Russie, de l'énergie russe, et en même temps, c'est pour un peu plus peser dans les relations européennes. Je rajouterai aussi que la Pologne avait lancé, il y a un an, je crois l'année dernière, le triangle de Lublin. Le triangle de Lublin, c'était Pologne, Lituanie, Ukraine, qui était un forum informel de coopération, mais avec aussi une volonté d'établir une défense. Bon, malheureusement, bon là, ça a échoué. Est-ce que ça a pu compter dans la précipitation, enfin, ou dans la mise à exécution du plan de Vladimir Poutine? C'est pas impossible. C'est peut-être pas l'élément le plus déterminant, mais ça a pu jouer, oui. D'accord. Parce que clairement, la Pologne est l'un des pays qui souhaiterait vraiment que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. D'ailleurs, là, comme tu le sais, l'Union européenne veut que l'Ukraine vienne Oui, dans l'Union, rejoindre l'Union. par Et une la procédure Pologne, accélérée, ouais, ouais. voilà. Et la Pologne est l'une des, comment dire, est l'un des pays qui est le plus partisan, qui a vraiment poussé cette mesure. Juste une petite une petite information sur ça. La procédure accélérée de l'Ukraine dans l'Union européenne, ça prendra beaucoup de temps, ça prendra des années, même avec cette procédure accélérée. Il y a quand même, ça va pas se faire du jour au lendemain, surtout avec un pays en guerre. Bien sûr, Donc, oui, oui. Je pense que c'était plus pour, comment dire, c'était plus pour affirmer qu'on a l'intention de, ce qui est déjà beaucoup trop pour Poutine, apparemment. Voilà, je pense que même si ça ne se fait pas tout de suite, le simple fait qu'on dise qu'on a l'intention de le faire, d'ailleurs, ça casse déjà une partie des préalables, je crois qu'il a mis à l'heure où je parle, comment dire, à l'arrêt enfin, des hostilités, en tout cas, à la non-accélération de la guerre d'invasion qu'il est en train de faire l'Ukraine. C'était, je crois, il y avait la reconnaissance de la Crimée, il y avait, enfin, comme faisant partie de la Russie, et puis il y avait des promesses diverses, et notamment de ne jamais faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, jamais faire entrer ceci, cela. Donc, oui, oui, je pense que et c'est une escalade assez forte, quasiment. alors, c'est surtout faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, plus que l'UE. Euh, on n'est pas, tous les pays de l'Union européenne ne sont pas dans l'OTAN. Oui, L'Autriche n'en fait pas partie, l'Irlande n'en fait pas partie, et la Suède et la Finlande n'en font pas partie
pour l'instant, même si la situation en Ukraine est en train de leur donner des idées. Ce qu'il faut comprendre avec Poutine vis-à-vis de l'Union européenne, c'est que c'est pas qu'il déteste l'Union européenne, c'est juste qu'il la considère comme, de un, inexistante, et les quelques initiatives faites par l'Union européenne, pour lui, c'est les Américains qui sont derrière. Ça a été très visible d'ailleurs, de voir que Poutine, avant d'envahir l'Ukraine, a passé son temps à discuter avec les Américains et très peu avec les Européens, parce qu'il ne considère pas les Européens comme des acteurs crédibles. Il considère en fait l'Europe de l'Ouest comme des vassaux des États-Unis. Et donc, il préfère négocier avec les présidents américains, que ça soit, peu importe la tendance, peu importe que ça soit Biden, que ça soit Trump, Obama ou Bush, ou même Clinton au début, mais les relations n'étaient pas les mêmes au tout début. Voilà. Mais c'est vrai que l'Europe, il s'en moque un peu, sauf les Allemands, pour des raisons économiques. C'est un avis purement personnel, mais je pense que le fait que Poutine attaque et se montre en fait, a commencé à se montrer très agressif vis-à-vis de l'Ukraine à partir du moment où Merkel a quitté la chancellerie et n'est pas une coïncidence. Bon, il avait déjà pris des parts de l'Ukraine bien avant, mais oui. À ce niveau-là, de placer autant de forces à la frontière, ça a commencé à prendre une importance après les élections allemandes. Et je pense que ce n'est pas un hasard. D'accord. En tout cas, donc, on brossera un peu la toile de fond de tout ça. Mais d'abord, évidemment, l'émission, quand elle sera écoutée dans quelques mois, aura certainement un peu vieilli à ce niveau-là. Mais tout de même, à l'heure qu'il est, l'invasion russe est sur tous les fronts en Ukraine. Est-ce que, d'après les éléments dont on dispose, est-ce qu'on peut dire quels sont les objectifs les plus importants de Vladimir Poutine? Ou pour formuler la question autrement, est-ce qu'il veut toute l'Ukraine? Et est-ce qu'il veut toute l'Ukraine plus les pays baltes? Est-ce qu'il est prêt en fait à déclencher une troisième guerre mondiale, ou est-ce qu'il teste simplement jusqu'où il peut aller? Alors, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine. Je ne pense pas, et je n'espère pas, qu'il attaquera un pays de l'OTAN. En fait, l'Ukraine, déjà, je ne suis pas sûr qu'il veuille vraiment occuper toute l'Ukraine. Ce que je vois depuis le début, depuis en fait des actions de la Russie après l'Euromaïdan, je me rends compte en fait qu'il cherche à prendre le contrôle de zones utiles de l'Ukraine, de zones utiles pour la Russie de l'Ukraine. Il a commencé avec la Crimée. Non, avec d'abord le Donbass, en fait, même si la Crimée et le Donbass s'est fait un peu en même temps, ces deux zones, que ce soit la Crimée ou le Donbass, il n'a pas choisi ces zones au hasard. Alors, souvent, dans la plupart des analyses, on dit que ce sont des zones russophones. Oui. C'est un des atouts sur lequel peut compter Poutine, mais ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste ça. La Crimée, par exemple, ce qui intéresse Poutine en Crimée, c'est le port de Sébastopol. En fait, il faut se rendre compte que Sébastopol est un port qui en fait a été loué aux Russes depuis 1997 oui. Par l'Ukraine à la Russie. Et en fait, cette location se terminait en 2017. Et donc, compte tenu que l'Ukraine devenait de plus en plus pro-occidentale, je pense que Poutine avait peur de perdre une position stratégique en mer Noire qui lui permettait d'aller en Méditerranée, là où il a aussi une base qui est en Syrie. Oui, mais alors là, il y a une chose que je comprends pas sur l'histoire de la Crimée. C'est que certes, la Crimée est en mer Noire, d'accord, mais la Russie a de toute façon un accès en mer Noire. Et à la limite, avoir la Crimée en plus, bon, probablement que c'est toujours bien de pas avoir un port hostile, etc. Mais ça résout pas la question de l'accès au détroit
enfin de l'accès à la mer Méditerranée via les détroits. Et je veux dire, ça ne donne pas un nouvel accès à quoi que ce soit En à la Russie. fait, je pense qu'il a peur, c'est surtout qu'il a peur de perdre un port militaire en mer Noire. Et c'est pas tant la mer Noire, c'est surtout pouvoir consolider sa position en Méditerranée occidentale. C'est surtout ça. C'est donc pouvoir fortifier, enfin, pouvoir plus facilement déployer sa flotte en Méditerranée de l'Est. Et donc, à partir de la mer Méditerranée par Suez, après aller dans l'océan Indien où le commerce international se fait de plus en plus. Et avec avec un tel budget militaire, est-ce que, enfin, question naïve, hein, mais est-ce que c'était pas plus simple de construire un autre port militaire que Sébastopol, un port concurrent, quoi, en quelque sorte, plutôt que de prendre le risque d'annexer la Crimée? Il se trouve que là, bon, il a eu de la chance entre guillemets. Il a réussi à bien faire passer la chose et on n'a pas pu s'y opposer réellement. Mais enfin, tout de même, déjà depuis l'annexion de la Crimée, les relations se sont beaucoup tendues et je pense que on se rend compte avec le recul, mais ça a été vraiment une pente assez glissante depuis l'annexion de la Crimée. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu éviter tout ça, justement, tout en augmentant la puissance de projection russe, sans passer par la case crise internationale? Je pense que, mine de rien, l'Ukraine, en plus, a un certain aspect symbolique pour la Russie. Parce que je reviens juste sur une autre chose, le Donbass aussi. Pourquoi ça intéresse? C'est une zone industrielle de l'Ukraine. En fait, l'est de l'Ukraine, c'est la partie industrielle en fait de l'Ukraine. Donc, ça permet en fait de sécuriser une autre zone utile de l'Ukraine. Et je pense que c'est concrètement l'objectif de Poutine, c'est être sûr de conserver ces deux zones, la Crimée et le Donbass, et donc de neutraliser en fait le reste de l'Ukraine, donc en détruisant son armée et en mettant un État fantoche, très certainement. Je ne pense pas, mais peut-être que je me trompe, que Poutine souhaite vraiment maintenir une force d'invasion. Ce serait extrêmement coûteux. Après, pour en revenir à la question, pourquoi peut-être, je te coupe une seconde, mais peut-être faire une annexion qui irait juste jusqu'à Kiev, comme ça, puisqu'on est dans le côté symbolique, le berceau de la première Russie serait enfin en Russie. Et ça permettrait de maintenir un truc qui s'appelle Ukraine, mais qui serait beaucoup moins menaçant et puis permettrait quand même à Poutine de sortir avec une grande victoire symbolique. Alors, je pense, alors vu la rhétorique qu'il utilise actuellement, qui est en gros, parce qu'il présente en fait cette opération comme une opération de libération face aux néo-nazis, drogués, ukrainiens. Je présume qu'il doit se baser sur le régiment Azov et quelques petites forces nationalistes, parce que le régiment Azov, qui a été une force paramilitaire qui a été intégré dans un équipement de la gendarmerie, il se base sur ça, mais ça ne représente pas toute l'Ukraine. Oui, bien sûr, ça, je pense que ça n'étend à personne qu'il y ait quelques néo-nazis en Ukraine. Et puis, bien sûr, il y a la résonance historique avec l'accueil qui avait été fait à la Wehrmacht au début de l'opération Barbarossa dans certaines parties de l'Ukraine. Et sauf qu'en plus, il n'y a pas que les nazis ne sont pas qu'en Ukraine. Le groupe Wagner a été fondé par des néo-nazis aussi. Et le groupe Wagner est un groupe de mercenaires qui est aux ordres d'Ukraine. Donc, les nazis, comment dire, on peut en trouver dans les deux camps, quoi. Comme ce sont des forces souvent, qui, je pense, aiment bien le combat. Évidemment, ce sont des troupes de choc que les différents camps aiment bien utiliser, quoi. Mais réduire tel ou tel camp au nazisme, c'est vraiment extrêmement réducteur et c'est vraiment du discours. Voilà. Je rappelle quand même que Zelensky, le président ukrainien, est juif quand même. Juif et russophone et il vient de l'Est. Son grand-père a combattu dans l'armée soviétique, donc c'est pour ça je pense que toute cette histoire est un peu ridicule au niveau de la rhétorique. Moi, il y a une chose qui me frappe. Tu vas me dire ce que tu en penses, c'est que
les gens qui, y compris en France d'ailleurs parfois, ont tendance à trouver un certain nombre d'excuses au régime russe pour présenter cette invasion avec les chars, etc., et les bombardements comme quasiment une guerre défensive. Oublie un petit peu les accusations qui ont été portées par Poutine de génocide au Donbass. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui laisse penser que, en dehors bien sûr de tensions culturelles qui peuvent exister, puis la guerre avec la séparatiste, mais est-ce qu'il y a vraiment un génocide au Donbass? Est-ce qu'il y a le moindre indice de ça? Non, il y a des conflits. Il y a évidemment des conflits au Donbass, hein. Il y a une guerre civile, en fait, qui dure depuis des années. Mais le terme de génocide, je pense qu'il faut faire très attention à ce terme. Et bon, c'est un point de vue assez personnel, mais je pense que la Russie est assez mal placée pour parler de génocide vis-à-vis de l'Ukraine. Ah bah, c'est pas, je pense que c'est pas si personnel parce que je rappelle pour les auditeurs donc que l'Ukraine a quand même un souvenir douloureux avec la Russie. On a beau dire que c'est un État un peu artificiel ou je ne sais quoi, mais il n'empêche que les régions qui correspondent en gros à l'Ukraine ont été affamées dans les années 1930 très volontairement par le régime de Staline pour faire pression sur les koulaks qui traînaient des pieds au niveau de la collectivisation des terres. Et donc, il y a eu quand même, je sais plus combien de millions de morts, mais je crois que c'est autour de 5 millions, quelque chose comme ça. C'est difficile à estimer, je crois que c'est entre 3 et 6 millions de morts. Voilà, donc en tout cas, ça se compte en millions et c'était une famine très organisée puisque c'est d'autant plus ridicule que l'Ukraine était un peu le grenier à blé de la région. Donc voilà, ça je pense que c'est le genre de choses dont on se souvient sur des générations et ça explique d'ailleurs la complaisance d'une certaine partie des Ukrainiens dont ils sont très vite revenus au moment de l'opération Barbarossa et effectivement, c'est sûr que quand on a été quand on est sous la botte du régime soviétique avec une telle brutalité, je pense que n'importe qui d'autre qui arrive et qui n'aime pas les soviétiques peut être bien accueilli au départ. Et bon, il se trouve que les Allemands étant pas très fins sur ce plan-là, ils ont très vite massacré une bonne partie des populations civiles et en particulier des Juifs ukrainiens. Tout à fait. Alors, il y a deux choses à prendre en compte. C'est de un, bon nombre de ressentiments qui existent, le ressentiment qui existe contre la Russie de la part des pays autour de la Russie vient en bonne partie du régime de Staline. Donc, les famines staliniennes, les déportations des Tchétchènes à la fin de la guerre par Staline, les massacres des élites polonaises aussi par le régime stalinien, avec en plus le régime stalinien qui accuse les Allemands. Voilà. De Katyn. Voilà, donc tous ces éléments, évidemment, ont contribué à faire une très mauvaise image de la Russie. Et le gros problème étant que l'image de Staline, qui avait une popularité très très faible à la fin de l'URSS et même début des années 2000, est redevenue une personnalité très populaire, même je crois ces dernières années plus populaire que Poutine. J'entendais Vladimir Fedorovski qui disait à la télévision que si les élections n'avaient pas été traficotées en Russie, les vrais gagnants des dernières élections, je ne sais plus lesquels exactement, mais enfin je lui fais confiance là-dessus, les véritables gagnants auraient probablement été les néo-staliniens qui veulent réinstaurer carrément une économie stalinienne. Voilà, oui, non, c'est assez. Enfin, tout ça n'est pas rassurant, mais c'est clairement une évolution en tout cas. Si tu veux entendre quelque chose qui n'est pas rassurant, dis-toi bien, il faut se dire que Russini, le parti de Vladimir Poutine, c'est le parti centriste en Russie. Voilà. Oui. Bah oui, non, c'est ça, c'est ils sont un peu coincés entre quoi, entre une extrême droite oui, une extrême droite et les communistes. Ouais, c'est ça. En sachant que la Russie reste quand même un pays, je pense, plus nationaliste que l'Europe de l'Ouest et même l'Europe centrale. Je pense que l'Ukraine est aussi pas mal nationaliste, oui. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi bien dans le bon sens comme on le voit actuellement, mais je pense qu'il y a aussi une face cachée, une face sombre qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut être aussi prudent. Ah oui, bien sûr.
Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Je me fais pas d'illusions, à titre personnel, en tout cas, sur les mauvais côtés que peut avoir l'exaltation de la nation ukrainienne. C'est certain. Mais là, j'ai presque envie de dire qu'historiquement, tout de même, je me souviens pas d'avoir vu des populations correspondant à l'Ukraine actuelle ou aux Ukrainiens actuels mordre sur l'Empire russe de même. Non, Alors que tu parlais des mauvais souvenirs de Staline, mais il me semble quand même que l'Empire russe des tsars avait tout de même des relations difficiles avec les pays d'Europe de l'Est parce qu'il avait des visées impérialistes sur tout ce qui était hors de leurs frontières, à l'Est, au Sud, oui, dans la alors, Baltique, etc. l'Europe centrale et l'Europe de l'Est a le malheur, en fait, quand l'Union Pologne-Lituanie a disparu, d'être d'être géographiquement des plaines et de se situer entre deux grands empires, la Russie et la Prusse, qui après allait devenir l'Allemagne, avec aussi l'Empire austro-hongrois, enfin l'Autriche, mais l'Autriche étant, l'Autriche pendant toute une période, c'était en fait le Saint-Empire romain germanique, donc c'était, ça faisait partie du monde germanique. Donc globalement, voilà, la Pologne, l'Ukraine, ces pays-là, en fait, ces territoires-là se sont retrouvés entre les empires germaniques, peu importe leur nom, et la Russie. Et comme je dis, comme c'est des plaines, bon, c'est assez facile d'envahir. C'est à la fois facile de s'étendre, hein, ce qui explique. On peut s'y perdre aussi, mais en tout cas, oui, il n'y a pas il y a pas de protection naturelle, on va dire. C'est ça, c'est ça. Et pour les objectifs de Poutine, je dirais donc voilà principalement vassaliser l'Ukraine. Comme je dis, maintenir une force d'occupation là-bas, je ne pense pas parce que ce serait trop coûteux. Je pense que jusqu'à présent, alors c'est là où je ne suis pas sûr parce que jusqu'à présent, la Russie faisait plutôt des sortes de frappes éclairs. Hein, que ce soit en Syrie, que ce soit en Géorgie, que ce soit même en Crimée, c'était vraiment des actions très courtes, mais on ne se maintenait pas. Mais là, c'est quand même une invasion de grande envergure. Donc, d'un côté, je serais tenté de dire qu'ils ne vont pas rester, que leur seul but, c'est de mettre un État fantoche, ou au moins maintenir conserver le contrôle du Donbass et de la Crimée parce que là, oui, ça c'est le minimum pour eux. Je pense que déjà voilà. Ce sera la monnaie d'échange s'ils acceptent de, je sais pas moi, de ne pas prendre Kiev ou de pas bouffer toute l'Ukraine ou de pas nous envoyer des bombes nucléaires dessus. Ça va être de dire bon bah laissez-nous pour le Donbass, la Crimée, enfin et tout le couloir là qui permet de relier la Crimée aux autres régions séparatistes. Tout ça c'est à nous et vous nous le discutez plus quoi en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et juste pour formuler ma question autrement maintenant, s'il obtient des objectifs qui lui permettent d'avoir une porte de sortie entre guillemets honorable, de son point de vue en tout cas en Ukraine, c'est probablement est-ce qu'il y a d'autres régions qui pourraient annexer sans déclencher une troisième guerre mondiale? Parce que par exemple la Biélorussie, elle est quasiment, il a presque fait une Lanschluss avec. C'est un vassal, hein, depuis un moment en fait. Hein, c'est un vassal oui. Depuis toujours en fait. Oui, c'est presque étonnant qu'il l'ait pas complètement annexé, mais enfin ça c'est une autre question. Mais à la limite, voilà, une fois qu'il a la Biélorussie, ça c'est pas demain, je pense que ça sortira de sa sphère d'influence et l'Ukraine. Mais maintenant pour le reste, en dehors peut-être de la Moldavie. Mais là encore, on touche aux frontières. Il est face ensuite à des États de l'OTAN. Donc, est-ce qu'il sera entre guillemets assez fou ou assez hardi pour tester la résolution de l'OTAN, la résolution morale, je veux dire, de l'OTAN sur des pays comme la Pologne ou les pays baltes ou d'autres? Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas. Une chose qu'il faut savoir, c'est que l'Ukraine fait partie en fait d'une petite organisation informelle qui s'appelle le GUAM, enfin qui est surnommé le GUAM, c'est qui est en fait les initiales de Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan et Moldavie. Ce sont 4 pays, de l'ex-URSS
qui en fait sont pro-OTAN et pro-occidentaux. Oui. Et si tu as envie de voir quels pourraient être les autres pays qui pourraient être attaqués par la Russie, ce serait cela. En sachant que la Moldavie et la Géorgie, il y a déjà des régions qui sont contrôlées par la Russie. Donc ce seraient ces pays-là qui ne font pas partie de l'OTAN. L'OTAN, je pense pour l'instant, il est assez rationnel, Poutine, pour ne pas s'attaquer directement à l'OTAN. Donc, je ne pense pas qu'il ait... Les pays de l'OTAN, en fait, il a fait une croix dessus. Hein, Et admettons, s'il s'embourbe, enfin, en tout cas, s'il va plus lentement que ce qu'il aimerait en Ukraine, ça prend pas la tournure qu'il voudrait, et que pendant ce temps-là, les Européens ont déjà dit, que ce soit via l'Union européenne ou via des accords, en tout cas des initiatives unilatérales, qu'on allait livrer des armes à l'Ukraine, ce qui veut dire qu'on est bien obligé de passer par la frontière polonaise ou des endroits comme ça, enfin des frontières en tout cas de pays qui appartiennent à l'OTAN. Est-ce qu'il sera pas tenté de couper ses approvisionnements par la force au risque de déborder, ne serait-ce que sur, je sais pas, en faisant exploser un petit camion du mauvais côté de la frontière, ça pourrait techniquement déclencher l'article 5 et donc l'attaque de toute l'OTAN potentiellement. Ça, c'est pas Poutine qui gère directement la chose, hein, c'est les armées russes et les états-majors russes. Je pense qu'il doit, je me trompe peut-être, hein, mais je pense qu'il doit avoir des contacts entre les armées de l'OTAN et l'armée russe. Je me souviens qu'en Syrie, quand il y avait les Russes qui tapaient pour aider le gouvernement, il y avait une communication permanente entre les pays occidentaux et les Russes pour éviter qu'ils se tirent dessus, pour éviter justement ça. Donc, que la situation échappe au gouvernement. Par contre, il y a une chose qu'il faut se rendre compte, et j'espère que les Occidentaux vont faire comme ça, il n'y aura officiellement pas d'armes en Ukraine. Ce que je veux dire par là, c'est que les armements que les Russes trouveront en Ukraine, hein, s'ils interceptent un convoi, je pense que ce seront des convois de volontaires, des convois, il n'y aura pas les insignes soldats. Oui, voilà. Bien sûr. Ouais, j'imagine. Je trouve, ceci dit, que c'était pas une bonne idée de dire aussi vocalement qu'on donnait des armes à l'Ukraine. Je pense que c'est le genre de choses qu'il faut faire en douce. C'est le genre de choses qu'on fait tout le temps, hein. Mais le faire aussi vocalement, je ne suis pas sûr que faire cette sorte de, comment dire, de virtue signaling soit la meilleure chose à faire vis-à-vis de la Russie. Je pense que apporter un soutien concret à l'Ukraine est une très bonne chose, mais le faire aussi vocalement, c'est qu'on va pousser, en fait, c'est chacun va mettre en avant, va dire quelque chose pour énerver l'autre camp, en fait. C'est-à-dire que nous, on dit vocalement, bon, on va prendre le maximum de fonctions. Je me souviens de Bruno Le Maire qui avait fait d'ailleurs un rétropédalage, détruire l'économie russe. Donc, nous, effectivement, notre point fort, c'est l'économie. Hein, l'Occident a quand même encore une des économies les plus fortes au monde, donc on utilise des sanctions économiques. Et donc, on met bien en avant, on le dit très fort que on va faire le maximum de sanctions et on en rajoute toujours plus. Les Russes, quel est leur point fort qu'ils vont mettre en avant dans leur discours? C'est les armes nucléaires. C'est ce qui explique en fait pourquoi Poutine a fait cette sortie ce week-end, hein, qui était entre nous une sortie qui était bien inquiétante, mais avec le recul, c'est dans cette logique de chacun aboie pour en quelque sorte faire peur à l'autre. Hein, faire peur à l'autre. Nous, on va utiliser l'arme économique. Poutine va utiliser l'arme nucléaire. Mais nous, on va pouvoir mettre en application ces sanctions. Hein. Ceci dit, on ne le mettra. Je pense que on n'ira quand même pas non plus jusqu'à détruire l'économie russe, parce que là, ce serait quand même visé. Enfin, je l'espère pas, parce que ça reviendra à viser des citoyens russes. Et le risque, si on tape trop sur des citoyens russes, dont une partie sont contre la guerre en Ukraine, le risque, c'est après de les pousser bien sûr, dans les bras du régime, vers une adhésion de Poutine. Voilà, donc une sorte de ralliement de drapeau. Et inversement, les Russes,
comment dire, agitent la menace nucléaire. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça. Hein. Je veux dire, c'est pendant la guerre froide, ils l'ont déjà fait avec la crise de l'euromissile. Oui, mais on est au retour d'une nouvelle guerre froide. On est dans une nouvelle guerre froide. Ouais. C'est clair et net que nous sommes dans une nouvelle guerre froide. Je dirais néanmoins, est-ce que je ne suis pas sûr que ce soit une guerre froide entre l'Europe de l'Ouest et les Russes. La nouvelle guerre froide, à mon sens, c'est entre les États-Unis et la Chine. Parce que clairement, la Russie, là, est en train d'aller de plus en plus vers la Chine. Et qui est, au passage, parle très peu, qui parle très très peu actuellement, hein, qui prend très peu position. Et même les Américains, je trouve qu'ils sont assez discrets. Il y a certes eu Joe Biden, le président Joe Biden, qui a parlé hier et qui a fait un certain nombre de déclarations, hein, parce que je crois que c'était le discours de l'État d'Union. Mais à part ça, les Américains sont pas mal en retrait. Et l'impression qui est assez désagréable, c'est que j'ai l'impression que les États-Unis, les Chinois sont en train de regarder comment la situation évolue en Europe et pour voir un peu quels gains ils vont avoir en fonction de comment la situation évolue, quoi. On est à une sorte de champ de bataille. Avant, l'Europe était le champ de bataille entre les Soviétiques et les Américains pendant la guerre froide. Et dans cette nouvelle guerre froide, l'Europe est un champ de bataille entre les États-Unis et les Chinois. Les Russes auraient pu avoir une position plus honorable qu'être un espèce de vassal des Chinois, mais ils sont en train de le devenir là, à cause de ce plantage en Ukraine, parce qu'il y a eu, à mon sens, un plantage tactique, voire stratégique en Ukraine, qui, à mon sens, si cette invasion d'Ukraine avait eu lieu il y a 5 ans avant, enfin il y a 5 ans, oui. Ça serait beaucoup mieux passé, même avec les mêmes problèmes qu'il rencontre sur le terrain, parce qu'il y a une chose, je pense que l'erreur qu'a fait Poutine, la chose que Poutine n'a pas vue, c'est l'hyper-numérisation et médiatisation du monde actuellement. C'est-à-dire qu'on suit ce qui se passe en Ukraine en temps réel. C'est difficile de dire qu'il n'a pas vu, sachant les stratégies d'influence qu'il met en œuvre via Sputnik, Russia Today, etc. Et les campagnes de cyberattaques, etc. Le potentiel qu'a la Russie est en fait est très visible, hein, sur le moment. Les stratégies d'influence russes sont très visibles, mais en termes de potentiel, c'est faible comparé à ce que peuvent déployer des Chinois ou les Occidentaux, et tout particulièrement les États-Unis. C'est visible, c'est assez ciblé ce que font les Russes, avec des moyens beaucoup plus faibles qu'ils avaient à l'époque de l'URSS. Mais je crois qu'ils ne s'attendaient pas vraiment à ce qu'il y ait une telle réaction. Réaction qui me fait un peu penser à la réaction qui a eu lieu au début de la crise Covid, où aussi il y a eu justement avec les médias et les réseaux sociaux, il y a eu une réaction très très forte au début du Covid. Et c'est là où il faut faire attention par contre, c'est que ce soit le Covid ou pour l'Ukraine, dans les deux cas, on est parti donc d'une sorte d'opinion publique mondiale qui avait originellement pour but de lutter pour une cause qui était noble. Donc, pour le Covid, c'était lutter contre le virus, et là, c'est pour lutter contre l'invasion. Mais une chose qui est inquiétante, c'est que c'est le risque de surréaction. Le risque de surréaction de la part des différents acteurs, que ce soit aussi bien les citoyens, mais aussi les médias, et à la fois les médias et à la fois les politiques, qui risquent de surréagir face à la menace et d'amener des politiques qui seraient totalement contre-productives. C'est un vrai problème, à mon sens, pour tout ce qui est sanctions. Il faut par exemple bien doser. Là d'ailleurs, cette semaine, on a publié un très bon article sur Contrepoint de Yves Bourdillon qui parle un peu justement
des sanctions et de l'importance de bien les doser. Mais plus généralement, il faut faire attention à la politique qu'on va mener. Par exemple, je pense à une autre chose, les crypto-monnaies. Oui. Il n'est pas possible que les crypto-monnaies soient aussi sous attaque je pense par exemple que les pays occidentaux vont chercher à plus réguler les crypto-monnaies pour éviter que la Russie s'en serve comme moyen de contournement. Surtout que Poutine avait l'air d'être assez favorable à un moment aux crypto-monnaies et précisément, je pense, comme une sorte de solution de sortie. C'est la position de Poutine sur les cryptos, c'était avant l'Ukraine. Ouais. Hein. Ouais, une forme de dédollarisation quand même, parce qu'en fait c'est là où il me semble qu'on a moins les moyens de nos ambitions en termes de sanctions, parce que c'est une chose de prendre des sanctions si on est très solide économiquement et qu'on peut se passer des exportations qu'on coupe ou des importations qu'on coupe, mais après tout on n'est pas si solide que ça, et je ne sais pas si nos banques centrales ont les réserves d'or qu'a fait la Russie. Je sais que les réserves de devises, je suis un peu sceptique à ce sujet parce que je me dis que il faudra encore trouver des gens qui accepteront les devises possédées par la Banque centrale russe. Donc je pense que c'est probablement plus malin d'avoir des réserves d'or, de pétrole, de différents minerais, etc. Mais enfin tout de même, au jeu de qui est-ce qui craquera en premier, c'est difficile à quantifier, j'imagine. Mais la différence peut-être, c'est que les Russes sont peut-être moins attachés aussi à leur petit confort, alors que chez nous, dès qu'il y a une petite prestation sociale un peu diminuée ou que le prix de l'essence atteint un certain niveau, on a la France dans la rue. Je suis pas sûr que ça se retourne pas contre nous, cette histoire, et qu'on voit pas nos propres systèmes monétaires s'effondrer, ou en tout cas en prendre un sacré coup. Peut-être l'euro éclaté, peut-être que l'Allemagne aussi en aura assez de devoir avec ce qu'elle va devoir déjà payer pour son gaz, et c'est sa faute, hein, mais avec ce qu'elle doit payer pour son gaz, l'augmentation du budget de sa défense, etc. Est-ce qu'elle pourra continuer à financer les dépenses de la France, de l'Italie, du Portugal, etc. C'est pas certain que le jeu dure éternellement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis surpris que les Russes n'aient pas encore utilisé l'arme gazière. Ils n'ont pas encore utilisé, mais je ne parle pas de couper, hein, mais juste réduire un peu le flux. L'approvisionnement. Oui, et je pense, alors je ne crois pas en un effondrement économique en Occident. Par contre, oui, on peut avoir un certain nombre de soucis, un certain nombre de problèmes économiques, et je suis totalement d'accord sur le fait de savoir qui craquerait le premier, parce que bon, s'il commence à avoir beaucoup de manifestations en Russie, Poutine pourrait justement renforcer son pouvoir. Ironiquement, il y a deux choses qui me gênent en fait dans les sanctions actuellement. D'abord, c'est un peu cette surenchère des sanctions économiques qui ne sont pas toujours très ciblées, qui parfois visent l'économie en général et donc vont cibler non seulement les citoyens russes, mais aussi nous-mêmes. Et aussi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine attaque, parfois juste dans les discours, contre les Russes en général, et pas juste le gouvernement. Et comme je disais tout à l'heure, le risque, c'est de pousser la population russe entre les mains de Poutine. Et là, en fait, au début de la semaine, fin de la semaine dernière, début de la semaine, on était dans une position de force. Hein. On était dans une position de force parce que Poutine a commis un certain nombre d'erreurs tactiques et stratégiques. Il ne faudrait pas que, à force de surenchérir, qu'on permette à Poutine de retomber sur ses pattes et de faire de lui le gagnant. Parce que c'est un risque aussi. D'en faire un martyr, en quelque sorte. Ouais. Même pas en martyr, mais nous couler encore plus que les Russes. C'est ça qu'il faut faire gaffe, vraiment, à moyen terme, je parle. Il y a une question importante que j'ai oublié de te poser, hein, parce que c'est vraiment en lien avec ce que tu viens de dire. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut savoir quelle est la proportion d'Ukrainiens, y compris par exemple parmi les russophones, qui sont pas si hostiles que ça à la Russie et qui estiment qu'après tout des partenariats économiques privilégiés et une adhésion plus forte même carrément aux valeurs culturelles de la Russie,
tels que la Russie se les représente en tout cas. Dans quelle mesure est-ce que les populations sont favorables à la Russie en Ukraine et dans quelle mesure est-ce que en Russie, l'adhésion à Poutine est plus ou moins forte parce qu'en Russie, finalement, je vois que il y a Vladimir Poutine, mais il y a aussi les oligarques qui ont beaucoup à perdre peut-être dans l'histoire, et puis il y a la population. Et comment savoir ce que pensent réellement les uns les autres? Est-ce qu'on le sait? Alors, bon, les Ukrainiens, oui, on sait. Je me souviens plus très bien des pourcentages, mais en fait, ça a évolué. C'est-à-dire, jusqu'à l'Euromaïdan et même avant l'invasion de la Crimée et les problèmes au Donbass, il y avait une petite une minorité quand même assez conséquente de russophones, un certain nombre de russophones et même d'Ukrainiens qui étaient partisans de la Russie. Oui. Mais après la Crimée et le Donbass, la proportion de partisans de la Russie en Ukraine, y compris chez les russophones, a baissé. C'est-à-dire que, ironiquement, en prenant le contrôle de la Crimée et du Donbass, Poutine s'est fermé le reste du territoire. Un territoire qui avant était pourtant plutôt favorable à la Russie. Alors certes, ils étaient minoritaires, on peut l'attribuer à quoi? Est-ce que c'est les conditions dans lesquelles il a pris la Crimée, ou est-ce que c'est ce qu'il a fait en Crimée par la suite? Parce que le discours des Russes, c'est aussi de dire regardez, les méchants Ukrainiens ont asséché la Crimée en fermant je ne sais plus quel barrage ou fleuve, enfin. Bon, il y a des tas de trucs comme ça. Je crois que ça a été assez rapidement ce revirement. Hein. C'est vraiment, comme je dis, c'est des populations très nationalistes. Hein. Je pense qu'il y a eu cette impression comme d'attaque. Alexandre Massot, est-ce que tu es surpris de la réaction de l'opinion publique française qui me semble certes assez pro-ukrainienne, mais je vois, et notamment à droite, une partie de la droite et de l'extrême droite, des gens qui cherchent quand même beaucoup d'excuses au régime de Poutine et qui considèrent presque que c'est l'OTAN l'agresseur en ayant des bases un peu partout autour de la Russie. Alors, on reviendra dans une prochaine émission sur le contexte historique de pourquoi est-ce que les bases de l'OTAN se sont étendues aussi loin. Est-ce que l'OTAN a réellement renié ses promesses à la Russie après l'effondrement de l'URSS? Donc ça, on en reparlera. Mais globalement, comment tu interprètes, toi, cette réaction d'une partie de l'opinion française qui ne semble pas si unie derrière l'Ukraine et derrière la paix en général, quoi? Alors, non, ça n'a rien de surprenant. C'est même très logique. Il y a un élément à prendre en compte, c'est qu'il y a quand même un fort anti-américanisme en France. Et ajoute à cela aussi les références au gaullisme. Oui. Les références au gaullisme qui est donc une idée d'une Europe sans les États-Unis, ou du moins sans une présence trop forte des États-Unis. Mmh. Et donc, du coup, vu que de toute façon, l'Union européenne n'est pas capable de s'unir, et de toute façon, une partie de cette droite, surtout la droite nationaliste, est contre l'Union européenne, ils iront chercher du côté des Russes. Donc, c'est principalement cette explication. Alors là, c'est vraiment la vision de la droite nationaliste. Hein. Oui. Donc, plutôt style Éric Zemmour. C'est effectivement cette vision de il faut garder les Américains en dehors de l'Europe. Et donc, c'est vrai, on se tourne un peu vers Vladimir Poutine. En plus, les Russes sont plutôt conservateurs, donc effectivement, ça aussi, c'est un élément qui peut jouer par rapport aux des États-Unis qui actuellement sont contrôlés par des démocrates. Donc ça aussi, ça joue. Après, est-ce que tu pensais à d'autres personnes à part en fait, Zemmour? il y a alors peut-être un prolongement de ma question. Est-ce que certains à droite
voit comme une forme de décadence culturelle. Et bon, je les rejoins forcément en partie quand même sur certains trucs. Effectivement, je pense que, bon, moi, je plaisantais sur Twitter en disant que si on avait su ce qui allait se passer, on se serait moins posé la question de mettre un emoji avec un homme enceinte et on aurait peut-être remplacé par un emoji avec un char russe arc-en-ciel. Mais au-delà de la boutade, je me demande dans quelle mesure est-ce que ce que les Russes perçoivent d'un certain progressisme occidental poussé à l'extrême, enfin vraiment jusqu'au wokisme le plus ridicule. Dans quelle mesure ça a pu jouer dans leur mépris de l'Occident, dans leur jugement d'une faiblesse militaire et stratégique qui serait nécessairement le résultat de ce qu'ils qualifieraient de décadence morale? Est-ce que tu penses que ça a pu peser ou est-ce que c'est vraiment anecdotique tout ça? Euh, la vision que la vision que la Russie renvoie en Occident, c'est ça? Les deux, en fait. Le fait que pour les Occidentaux, et notamment plus conservateurs, la Russie apparaît comme une société qui a su garder des valeurs traditionnelles, viriles et tout ce qui leur plaît. Et de l'autre côté, les Russes peuvent eux-mêmes se dire, décidément, ces Occidentaux, regardez, ils reçoivent des transsexuels à l'Élysée, et regardez les photos de Macron à Saint-Martin, et toutes les humiliations qu'ont pu subir les différents présidents d'une manière ou d'une autre. Voilà, est-ce que dans les deux sens, cette influence a pu jouer sur et aboutir à une sorte de rapprochement entre une partie de la droite occidentale et la Russie, et inversement peut-être d'ailleurs, je sais pas, une partie des Russes qui eux-mêmes ont peut-être un tropisme occidental, parce qu'ils se rangent pas forcément du côté caricaturalement viriliste de la Russie actuelle. Alors, je dirais que ça a pu jouer effectivement ces différences de vie. Enfin, c'est une sorte de convergence d'image, mais il faut pas surestimer en fait. Je pense qu'effectivement, en termes de stratégie d'influence, oui, les Russes ont dû utiliser ça. C'est vraiment dans stratégie d'influence. Par Oui. contre, c'est vraiment le business que les Russes utilisent comme carte. La carte la plus puissante que les Russes utilisaient, c'était le business. Et je pense que, comment dire, c'est pas Zemmour ou Le Pen, hein, je pense, qui était la personne que, par exemple, quelqu'un comme Poutine, c'est pas des gens comme Zemmour ou Le Pen qui l'appréciaient le plus. Hein. Je pense qu'un Schröder ou un Fillon était bien meilleur, surtout que François Fillon était Premier ministre à l'époque où Poutine était aussi Premier ministre. Hein. Donc, je ne crois pas, par exemple, que Poutine soit tant derrière Marine Le Pen que ça. Je pense que Marine Le Pen est plus isolée à l'international qu'on le pense, hein, et que ça soit en Europe et au-delà. Même, je crois, Matteo Salvini, donc de la Ligue du Nord en Italie, passe mieux. Mais globalement, je ne pense pas que Poutine soit si fan des nationalistes pur jus. Quand on discutera de l'aspect historique des relations, il y a un certain nombre de choses à savoir à propos de Poutine, mais disons que je pense que c'est plus les milieux d'affaires que Poutine privilégiait, parce que la stratégie russe, c'était quand même une stratégie pendant toute une période. L'arme la plus puissante de la Russie, c'était l'arme économique, hein, et principalement l'arme énergétique. Donc c'est vraiment ça. Et c'est vrai que je pense que quelqu'un comme Schröder, surtout Schröder, qui à mon sens, malgré certaines réformes en Allemagne, a quand même une part de responsabilité gigantesque dans justement l'influence russe en Allemagne, hein, parce que je crois la politique antinucléaire en Allemagne a commencé en fait sous le mandat Schröder. Oui, en tout cas, je me souviens que je ne sais plus si ça a forcément abouti à des décisions contraignantes, mais déjà le mouvement montait très fort à l'époque de Schröder. L'Allemagne était un foyer de l'anti-nucléaire. Voilà. Et dans le cas de François Fillon, alors lui, c'est peut-être un peu plus complexe. Je pense qu'il y a le problème de François Fillon, c'est que
à la fois, il est assez pro-OTAN, hein. Il n'est pas du tout contre l'OTAN de base, hein, quand on écoutait, quand il était candidat ou même quand il était Premier ministre. D'ailleurs, le retour de l'OTAN s'est fait quand il était Premier ministre, mais en même temps, il était partisan donc d'un rapprochement avec Poutine. Donc, François Fillon, je ne sais pas trop quoi y penser. Je pense que, alors c'est vrai qu'il est assez mêlé à des milieux d'affaires. C'est vrai que je pense qu'il a eu une sympathie personnelle pour Poutine du fait qu'ils ont travaillé ensemble. Mais c'est pas du tout, par exemple, la même nature que Éric Zemmour, par exemple, qui lui est plus vraiment dans une sorte de l'image qu'on renvoie à la Russie et qui, à mon sens, en plus, c'est une image qui est peut-être un peu fausse. Il y a quand même un truc qui est assez curieux de voir des gens mettre en avant, présenter la Russie comme le pays défenseur de la culture européenne, alors que, par exemple, la plus grande mosquée d'Europe est en Russie. Que quand même Poutine a envoyé quand même des Tchétchènes en Ukraine aussi. On en reparlera quand on parlera de la perspective historique, mais la Russie est un pays multiculturel. Hein. Voilà. Mais comme tous les empires, et c'est là où je suis pas sûr que Zemmour ait bien compris, sans lui faire offense. Oui. En plus, j'avais lu que la Russie était le pays du continent européen, en tout cas, qui comptait la proportion alors je sais plus si c'était en nombre de citoyens musulmans ou en proportion de citoyens musulmans, mais en tout cas, il y avait une présence musulmane en Russie beaucoup plus forte que ce qu'on pourrait croire comme ça, vu de l'extérieur. C'est une minorité assez importante, oui, la Russie est un pays musulman. C'est un pays orthodoxe, mais c'est aussi un pays musulman. C'est vraiment. De facto, en tout cas, parce qu'eux se définissent même au niveau de l'État comme orthodoxes et ils y tiennent beaucoup. Mais enfin, oui. de fait, quand on regarde, c'est pas non plus un pays qui serait homogène d'un point de vue ethnique, confessionnel. Non, il y a plus de 100 ethnies. Il y a plus de 100 ethnies en Russie. C'est un pays continent, la Russie. C'est tout le problème, c'est que c'est un État tellement vaste qu'il faut un pouvoir central très très fort pour arriver à le maintenir. C'est toute la tragédie russe en fait. Et c'est pour ça que c'est un pays qui a très peu connu la démocratie à cause justement d'un certain nombre de facteurs. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème. Et donc, il s'agira de voir aussi comment la Russie évolue. Mais ça va être compliqué. La priorité, à mon sens, à l'heure actuelle, c'est surtout la désescalade en Ukraine et dans les relations. Et c'est vrai que là, il faudra à la fois de la bonne volonté des dirigeants russes et aussi, mine de rien, des dirigeants européens. Je pense qu'il est nécessaire... Il va falloir avaler quelques couleuvres dans tous les cas, je pense que... Voilà, il faut vraiment... il faut remettre vraiment la diplomatie et arrêter aussi les postures médiatiques. C'est vraiment le point le plus inquiétant dans toute cette affaire, parce que c'est vraiment... Les dirigeants prennent des postures médiatiques, que les citoyens prennent des postures, réagissent aux médias. Bon, ça, c'est normal, mais on attend quand même d'un dirigeant de ne pas se comporter comme comment dire, de pas juste réagir aux médias et de jouer de comprendre à faire plus de buzz. Oui, voilà, il parle pas qu'à l'opinion publique française. Notre ami Bruno Le Maire, lorsqu'il tient des propos très guerriers, qui vraiment, d'un point de vue diplomatique, étaient extrêmement maladroits. Ouais. Voilà, et comme je dis, et de l'autre côté, c'est vrai que de la part de Vladimir Poutine, c'est vrai que mettre en avant les forces nucléaires, ça n'aide pas non plus à des escalades. La seule chose qui me rassure, c'est que, comment dire, bon, ça reste la continuité des discours russes. Ce n'est pas non plus le niveau maximal qu'il a déclaré. Et j'ai l'impression que pour l'instant, il n'a pas une volonté, enfin, il n'a pas dit qu'il allait passer à un niveau supérieur. Et pourtant, on aurait pu penser qu'il aurait fait après les déclarations du début de la semaine qu'ont fait les Français, les Anglais, qui étaient parfois assez radicaux. Donc, d'une certaine manière, c'est rassurant.
Mais à voir. Je pense que maintenant, ce qui est important, c'est pour tout le monde, que ce soit pour les Ukrainiens, les Russes, les Occidentaux, qui est une désescalade. Et vraiment, il y a l'importance de la diplomatie. Il y a vraiment l'importance de la diplomatie. Ce que je trouve dommage, c'est que, par exemple, il n'y ait pas d'Européens là dans les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Ouais. On n'a pas de médiateur, et je me demande si à terme les médiateurs ça va pas être les Chinois, et ce qui à la fois est une bonne chose. Ça peut être une bonne chose pour la situation en Ukraine, mais à moyen terme c'est pas une bonne chose parce que ça amplifiera l'influence chinoise. Voilà, donc en sachant que les Chinois ne sont pas ravis du chaos en Europe, parce que c'est vraiment un vecteur d'influence économique avec les routes de la soie, et leur but c'est de développer le commerce et les infrastructures. Donc si c'est le chaos et que l'économie est en ruine, que des pays sont en ruine, c'est pas non plus leur intérêt que leurs clients soient comme ça. Bien sûr, ils en souffriraient énormément. Bon, mais écoute, je te remercie beaucoup, Alexandre. On va devoir terminer là-dessus pour aujourd'hui. Et donc, on abordera dans une prochaine émission, très prochaine, à mon avis, très bientôt, la toile de fond historique, c'est-à-dire la partie qui concerne plus la thèse que tu as fait, où vraiment on essaiera de parler, depuis la chute de l'URSS, que s'est-il passé avec Yeltsin, avec Poutine, comment Poutine a évolué, etc., etc. Donc, écoute, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que la diplomatie reprenne le dessus. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous aurez appris des choses dans cet épisode, et surtout n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous envoyer un email si vous souhaitez avoir une deuxième partie qui serait plus consacrée aux relations historiques entre l'OTAN et la Russie. Donc c'est-à-dire que effectivement on réfléchit à faire un autre épisode, mais qui cette fois-ci sera beaucoup plus historique que lié à l'actualité. Et je pense que c'est tout aussi important et potentiellement tout aussi intéressant. Donc n'hésitez pas à nous faire savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous pouvez retrouver certaines références de l'émission dans la description de l'épisode. Comme d'habitude, pensez à partager l'épisode autour de vous, à vous abonner, à nous laisser des évaluations, en particulier sur Apple Podcast, mais à vrai dire sur toutes les plateformes où vous pouvez nous écouter. Et je vous retrouve dès ce mois de mars pour un nouvel épisode. À bientôt.